Mademoiselle Marple était en train de ranger son panier à tricot lorsque le cri retentit. Ce n'était pas un cri théâtral, ni prolongé, ni mélodramatique, mais un son aigu et surpris, comme si quelqu'un venait de découvrir une vérité qu'il n'avait pas voulu voir. Il transperça le calme de cette fin de matinée à St. Alderley et s'évanouit aussitôt, laissant derrière lui un silence qui semblait légèrement plus ténu qu'auparavant. Mademoiselle Marple s'arrêta, une pelote de laine bleu pâle entre les doigts. Elle ne se pressa pas. On apprend, après un certain âge, que se presser n'améliore que rarement les choses. Elle rangea soigneusement la laine dans le panier, lissa le couvercle et se leva de sa chaise près de la fenêtre donnant sur l'avant de la maison. Dehors, le village restait pittoresque et intact. La haie en face de son cottage était taillée avec une précision mathématique. Le spaniel de Madame Rowe était assis docilement à côté de sa maîtresse près du portail, remuant la queue d'une manière qui suggérait l'optimisme plutôt que l'inquiétude. Quelque part, une tondeuse à gazon vrombissait, inconsciente de son inconvenance. Seules les personnes avaient changé. Mademoiselle Marple le remarquait toujours. Les gens avaient une façon de modifier l'atmosphère autour d'eux lorsque quelque chose n'allait pas, comme du lait qui commence à tourner. Elle s'avança sur le chemin devant sa maison au moment où Madame Bantry arrivait en courant, son chapeau de travers, un gant manquant. « Jane !» s'exclama Madame Bantry en s'arrêtant net. « Vous n'êtes pas au courant, n'est-ce pas ?»« J'ai entendu quelque chose, » répondit Mademoiselle Marple d'un ton calme. Cela semblait inattendu. « C'est une façon de voir les choses, » répondit Madame Bantry en baissant instinctivement la voix, bien qu'il n'y ait personne à portée de voix. C'est la pauvre Eleanor Hartwell. Miss Marple serra très légèrement les doigts autour de la poignée de son panier. « Eleanor ?» dit-elle. « C'est vraiment malheureux. »« On l'a retrouvée, » dit Madame Bantry, « dans la véranda, près des roses. Voilà, le trouble, niché au cœur du village comme une fine fissure dans de la porcelaine fine. »« Retrouvée ?» répéta Mademoiselle Marple comme pour clarifier un point de grammaire. « Je suppose qu'on ne s'attendait pas à la trouver là. »« On ne s'attendait certainement pas à la trouver morte, » dit Madame Bantry, avec l'air de quelqu'un qui apprécie la précision dans les tragédies. « Le docteur Collins est déjà sur place, et la police a été prévenue, bien sûr. »« Bien sûr, » dit Mademoiselle Marple. Madame Bantry lui jeta un regard un peu sévère. « Vous ne semblez pas surprise. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Oh, ma chère Dolly, je suis surprise. Mais il ne faut pas confondre surprise et étonnement. L'étonnement est si souvent inutile. » Madame Bantry ne savait pas trop quoi faire de cette réponse. Alors elle insista. « C'est terrible. Eleanor était une femme si calme. » Elle restait discrète. « On n'aurait jamais pensé... Enfin, je veux dire... » « Oui, » dit Mademoiselle Marple. « C'est exactement le genre de personne à laquelle on aurait pensé. » Madame Bantry cligna des yeux. « Pensez quoi ?» Mademoiselle Marple pencha la tête. « Que quelque chose pourrait lui arriver. » Avant que Madame Bantry n'ait pu répondre, un petit groupe de villageois apparut au détour du chemin. Madame Rowe, la femme du vicaire, et le jeune Peter Wells de la poste, qui marchait avec une désinvolture exagérée vers la maison des Hartwell. Les ragots, comme l'eau, trouvaient toujours le chemin le plus rapide. « Eh bien, » dit Madame Bantry d'un ton vif en se ressaisissant, « nous ferions mieux d'y aller. Il ne faudrait pas que nous soyons absentes. »« Non, » acquiesça Mademoiselle Marple. « L'absence est souvent plus remarquée que la présence. » Elles marchèrent ensemble, le chemin se rétrécissant à mesure qu'elles approchèrent de Rosecroft House. Mademoiselle Marple remarqua que Madame Bantry parlait de plus en plus à mesure qu'elle s'approchait, comblant ainsi le vide qui menaçait de s'installer. C'était une tactique familière. On la voyait souvent dans les comités paroissiaux. Rosecroft elle-même était parfaitement sereine, sa façade blanche brillant doucement sous le doux soleil printanier. Les fenêtres de la véranda étaient ouvertes, même si la journée ne le justifiait guère. Un léger parfum de pétales écrasés flottait dans l'air. Le regard de Mademoiselle Marple se posa immédiatement sur les roses. Elle faisait la fierté d'Eleanor Hartwell, d'un rose pâle, cultivé avec dévouement, taillé avec une rigueur presque morale. Mademoiselle Marple avait un jour fait remarquer que les roses, comme les êtres humains, réagissaient mieux à une attention ferme mais bienveillante. Eleanor avait souri à cette remarque, un sourire léger, se souvenait Mademoiselle Marple, comme si ce commentaire avait touché un point sensible. À l'intérieur de la véranda, les rôles étaient déjà distribués. Le docteur Collins se tenait près du corps, l'air solennel et légèrement professionnel. Madame Hartwell gisait sur le côté à côté d'une table basse, une main tendue vers un vase renversé. L'eau s'écoulait lentement sur le sol carrelé, imprégnant l'ourlet de sa robe.
Mademoiselle Marple remarqua, avec une douleur qui la surprit, que les chaussures d'Éléonore étaient impeccables. Elle avait toujours été méticuleuse à ce sujet. « Le cœur » murmura quelqu'un derrière elle. « Sans doute » murmura une autre voix. « Mais elle ne s'en plaignait jamais, n'est-ce pas ?»« Non » répondit Madame Rowe. « Mais c'est souvent comme ça. » Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle observait le visage du docteur Collins. Il se redressa enfin. « Il est trop tôt pour se prononcer » annonça-t-il, avec l'emphase prudente d'un homme qui souhaitait paraître circonspect plutôt qu'incertain. « Mais il y a des éléments qui nécessitent un examen. Cela suffit. » L'atmosphère changea. Le soulagement fit place à quelque chose de plus vif. L'intérêt, teinté de peur. « Des éléments » répéta Madame Bantry avec empressement. Le docteur Collins s'éclaircit la gorge. « Je conseille à tout le monde de rentrer chez soi. La police souhaite que les perturbations soient aussi minimes que possible. » Personne ne bougea. Mademoiselle Marple s'avança alors doucement, comme pour admirer une plante. « Quelle tristesse pour sa sœur, » dit-elle doucement. Plusieurs têtes se tournèrent. « Elle n'avait pas de sœur, » dit Madame Rowe. Mademoiselle Marple sourit. « Pardonnez-moi. Je pensais alors à sa cousine, Mademoiselle Hartwell de Bath. Elles étaient très proches, je crois. » Le docteur Collins la regarda d'un air sévère. « Vous la connaissiez bien, Mademoiselle Marple ?»« Assez bien pour remarquer quand elle était malheureuse, » répondit Mademoiselle Marple, « même si l'on remarque plus facilement ce genre de choses chez les autres que chez soi-même. » Le docteur fronça légèrement les sourcils, comme si cette remarque n'avait aucun rapport avec le sujet. Un agent de police apparut alors à la porte, apportant avec lui le poids officiel de l'autorité. Il embrassa du regard la pièce, les villageois, le corps. « Très bien, tout le monde, » dit-il avec une fermeté acquise par l'habitude. « Je vais devoir vous demander de sortir. » Il y eut quelques protestations, quelques remous. Mademoiselle Marple fut la dernière à partir, s'arrêtant sur le seuil. Son regard s'attarda sur le vase renversé, l'eau, les roses. Une tige était cassée net en deux. Dehors, le village reprit son souffle prudent. Les portes s'ouvraient et se fermaient. Les rideaux bougeaient. La tondeuse à gazon finit par se taire. Madame Bantry expira. « Eh bien, voilà qui est fait. » Mademoiselle Marple ajusta son châle. « Non, dit-elle doucement, ce n'est que le début. » Mademoiselle Marple garda les yeux fixés sur le gravier tandis qu'elle s'éloignait de Rosecroft House avec Madame Bantry, car le gravier, au moins, se comportait comme le gravier devait se comporter. Il glissait sous les chaussures avec une indifférence honnête. Les gens, eux, ne se comportaient pas ainsi. Les gens se réorganisaient très rapidement dès qu'un décès survenait parmi eux. Madame Bantry parlait par petites phrases saccadées, comme si elle craignait que les mots ne se gâtent s'ils restaient trop longtemps dans sa bouche. Le docteur Collins avait l'air assez bizarre, n'est-ce pas? Des traits, en effet. Quels traits pouvait-il y avoir? Éléonore ne m'a pas donné l'impression d'être du genre à, enfin, vous savez, empoisonner et poignarder. Mademoiselle Marple répondit doucement. C'est rarement le cas. Madame Bantry lui jeta un regard en coin. Vous pensez donc qu'il s'agit d'un meurtre? L'expression de Mademoiselle Marple resta sereine. Je pense que le village décidera qu'il s'agit d'un meurtre avant même que la police ait fini sa première tasse de thé. Elles étaient arrivées à la bifurcation où la route se divisait. Un chemin menait au presbytère, un autre au pré, et un troisième, plus étroit, ramenait au cottage de Mademoiselle Marple. Déjà, le village choisissait ses itinéraires avec une intention particulière, comme des fourmis dérangées dans leur chemin. Madame Rowe et Madame Finch tournaient autour de la boîte aux lettres, parlant avec le calme étudié des femmes certaines que tout le monde les écoutait. Le jeune Peter Wells avait disparu à l'intérieur du bureau de poste, sans doute pour téléphoner à quelqu'un qui n'avait pas le droit de savoir. Et à la porte du presbytère, Madame Clement se tenait les mains jointes, comme si la prière pouvait être appliquée à la situation comme un baume. Madame Bantry se pencha vers elle. « Il y avait autre chose, murmura-t-elle. Je ne veux pas paraître fantaisiste, mais savez-vous ce que j'ai pensé pendant un instant? J'ai trouvé qu'Éléonore avait l'air soulagée. » Mademoiselle Marple leva les yeux vers les arbres, en fleurs qui bordaient la pelouse. « Le soulagement peut apparaître dans les endroits les plus inattendus, dit-elle. Ce n'est pas une émotion loyale. » Madame Bantry poussa un petit cri de protestation puis se secoua. « Vous viendrez déjeuner à Gossington, n'est-ce pas? Il ne sert à rien de rester seul avec ses pensées après cela. »« C'est très gentil, mais j'ai quelques réparations à faire, » répondit Mademoiselle Marple. De plus,
Je pense que votre cuisinière aura déjà assez à faire sans que la tragédie du village ne vienne assaisonner la soupe. Madame Bantry sourit malgré elle. Vous donnez toujours l'impression que le village est une marmite. D'une certaine manière, dit mademoiselle Marple, c'est le cas. Les gens mijotent pendant des années. Et puis quelque chose déborde. Elle regarda madame Bantry s'éloigner, le chapeau redressé, le pas vif, la posture déjà empreinte de l'air pragmatique d'une femme qui raconterait l'histoire au moins 3 fois avant le déjeuner. Lorsque madame Bantry eut disparu au détour du chemin, mademoiselle Marple se dirigea vers son cottage. À mi-chemin, elle aperçut les premières visiteuses. C'était madame Rowe, suivie de près par son épagnole qui trottait d'un air important, et derrière elle, dans une formation légèrement moins assurée, venait madame Finch. Elles s'approchèrent avec l'empressement prudent des femmes qui souhaitent donner l'impression d'être là par hasard. « Mademoiselle Marple » s'écria madame Rowe, comme si elle venait seulement de la remarquer. « Nous nous demandions si vous étiez au courant. » Mademoiselle Marple sourit, comme on sourit à des enfants qui feignent la surprise. « Oui, dit-elle, c'est terriblement triste. » Madame Finch joignit les mains. « Quand on pense qu'elle repose là, parmi ces roses, j'ai toujours dit qu'elle leur consacrait trop de temps, comme si les plantes pouvaient vous aimer en retour. » Madame Rowe lui lança un regard d'avertissement. Après tout, les plantes étaient un sujet plus sûr que le meurtre, puis continua quand même. « Bien sûr, les gens racontent toutes sortes de choses, non pas que je sois du genre à colporter des ragots. »« Non, répondit mademoiselle Marple. Madame Rowe poursuivit avec une rapidité qui suggérait qu'elle avait stocké ses conclusions comme de la confiture. « C'est cette histoire avec la maison, n'est-ce pas? La vente. Rosecroft allait être vendu, et Eleanor ne pouvait le supporter. Certains disent qu'elle s'est disputée avec sa cousine, mademoiselle Isabelle Hartwell, vous savez, celle de Bath qui séjourne chez elle. » Madame Finch acquiesça énergiquement. « Elle est difficile, cette Isabelle. Je l'ai rencontrée à la fête l'année dernière. Elle regardait le stand de gâteaux comme s'il l'avait offensée personnellement. » Madame Rowe baissa la voix jusqu'à murmurer. « Et puis, il y a monsieur, Hartwell. » « Son mari, dit mademoiselle Marple en ouvrant sa porte et en entrant, les laissant sur le chemin comme des lettres sans réponse. Ils la suivirent. Monsieur Hartwell, comme ils le savaient tous les trois, était un homme discret, exerçant une profession discrète, celle de comptable, dans un petit bureau à Market Belling. Il avait des manières soignées. Ses cheveux étaient bien coiffés. Il souriait quand il le fallait et s'arrêtait de sourire quand ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas le genre d'homme que le village soupçonnait d'être violent, ce qui, selon mademoiselle Marple, faisait de lui exactement le genre d'homme que le village aimerait imaginer violent. Madame Rowe dit « Les gens ont remarqué qu'il n'était pas avec elle dans la véranda, pas avant. Et vous savez comment sont les hommes quand il s'agit d'argent. » Mademoiselle Marple posa soigneusement son panier à tricot sur la table. « Certains hommes, dit-elle, sont tout à fait capables d'être raisonnables quand il s'agit d'argent. Ils ne deviennent déraisonnables que lorsque les sentiments entrent en jeu. » Madame Finch eut l'air perplexe, comme si les sentiments étaient un motif moins crédible qu'une hypothèque. Mais Eleanor ne semblait pas passionnée. « Non, acquiesça mademoiselle Marple. Elle semblait prudente. » Madame Rowe poussa un soupir de soulagement, satisfaite d'être arrivée jusque-là. « Eh bien, la police va régler ça. Ce jeune inspecteur, on dit qu'il vient du comté, et il y aura des empreintes digitales et tout le reste. » Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. « Oh, madame Rowe, il y a toujours des empreintes digitales, mais elles n'appartiennent pas toujours à la bonne personne. » Madame Finch s'illumina. « Pensez-vous vraiment que cela pourrait être du poison ?» Mademoiselle Marple versa du thé, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que la présence d'une théière incitait les gens à parler aussi naturellement que les oiseaux chantent, près des miettes. « Cela pourrait être beaucoup de choses, dit-elle, mais il ne faut pas collectionner les explications comme s'il s'agissait de souvenirs. » Madame Rowe se pencha en avant, sa tasse à la main. « Alors, qu'en pensez-vous » Mademoiselle Marple sourit. « Je pense qu'Eleanor Hartwell a été retrouvée parmi ces roses et qu'une tige était cassée. » Madame Finch cligna des yeux. « Oui, nous le savons. La pauvre a dû tomber. »« Peut-être, dit mademoiselle Marple. Ou peut-être que quelqu'un a marché là où il n'aurait pas dû. Les objets cassés ont le don de nous révéler où les gens se sont trouvés. » Les femmes semblèrent légèrement déçues. Des tiges de roses cassées n'étaient pas aussi palpitantes que du poison. Elles enregistrèrent néanmoins cette remarque, comme les villageois enregistraient tout ce que disait mademoiselle Marple sans vraiment y croire jusqu'à plus tard. Après leur départ, mademoiselle Marple s'assit à nouveau près de sa fenêtre, contemplant la verdure. Le village se réorganisait en groupes. Ceux qui prétendaient
être proches d'Eleanor, ceux qui prétendaient avoir toujours soupçonné quelque chose, et ceux qui prétendaient être au-dessus de tout cela et qui écoutaient alors avec la plus grande attention. Une voiture s'arrêta devant Rosecroft. Une deuxième suivit. Des hommes en uniforme se déplaçaient avec détermination. La police était arrivée, et avec elle le nouveau divertissement du village. Mademoiselle Marple vit M. Hartwell debout près du portail, les épaules raides, le visage impassible, suggérant une retenue prudente plutôt que du chagrin. À côté de lui se tenait une femme grande, vêtue avec une élégance raffinée malgré l'heure matinale, coiffée d'un chapeau aussi solide qu'une opinion. Isabelle Hartwell, sans aucun doute. Mademoiselle Marple regarda l'inspecteur, un homme mince à la bouche prudente, leur parlait. Isabelle leva la main dans un geste qui semblait signifier « Allez-vous-en ». M. Hartwell baissa la tête, comme pour s'excuser d'exister. Puis quelque chose d'autre se produisit. L'inspecteur brandit un petit objet entre ses doigts, et la posture d'Isabelle changea, légèrement, mais suffisamment. Mademoiselle Marple plissa les yeux, non par suspicion, mais par attention. À ce moment-là, son téléphone sonna. Elle se leva et répondit. La voix de Madame Bantry retentit aussitôt. « Jane, tu ne vas pas le croire. L'inspecteur a dit que ce n'était pas naturel. Le docteur Collins pense qu'Eleanor a peut-être été empoisonnée. » Mademoiselle Marple ne réagit pas extérieurement. À l'intérieur, elle sentit le village se resserrer comme un cordon. « Oui, dit-elle doucement, cela rendra les gens très heureux. » La voix de Madame Bantry oscillait entre l'excitation et l'horreur. « Heureux? Jane ?» Mademoiselle Marple regarda les fenêtres ouvertes de la véranda de Rosecroft, les roses derrière elle, pâles et innocentes. « Un meurtre donne à chacun un rôle à jouer, dit-elle. Et la plupart des gens aiment terriblement jouer la comédie. » Mademoiselle Marple reposa le téléphone avec un soin délibéré, comme si un geste imprudent pouvait perturber la conclusion à laquelle Madame Bantry était déjà parvenue. Dehors, le village semblait se redresser. Un mot comme « poison » voyageait plus vite que la vérité ne le pouvait jamais. Il se glissait habilement à travers les haies et au-dessus des tasses de thé, s'améliorant à chaque fois qu'il était répété. Elle resta à la fenêtre, le regard fixé sur Rosecroft House, où l'inspecteur s'était maintenant posté avec l'air d'un homme sur le point de mettre de l'ordre dans le désordre. Il était jeune, observa Mademoiselle Marple. Pas d'une jeunesse imprudente, mais suffisamment pour croire que les faits, s'ils étaient bien arrangés, ressembleraient à la raison. L'inspecteur Lanyon, apprend-elle plus tard, consultait un carnet tandis que l'agent Drew tournait autour de lui, impatient de se rendre utile. M. Hartwell se tenait debout, les mains jointes derrière le dos, dans une posture qui suggérait une patience soigneusement acquise. Isabelle Hartwell, en revanche, s'était assise sur une chaise de jardin, les jambes croisées, les mains gantées posées sur ses genoux, comme si elle attendait un train en retard plutôt que l'enlèvement d'un cadavre. Mademoiselle Marple remarqua qu'Isabelle ne détournait jamais les yeux de la véranda. Elle observa jusqu'à ce que l'inspecteur lève la tête, scrutant les villageois rassemblés avec une politesse ferme. Il dit quelque chose, sans doute leur demandant de garder leur distance. Puis, inévitablement, son regard se posa sur Mademoiselle Marple elle-même. Il y eut un éclair de reconnaissance dans ses yeux. Mademoiselle Marple y était habituée. Quelqu'un les avait toujours prévenus. Un instant plus tard, elle entendit des pas sur le gravier. « Mademoiselle Marple, » dit l'inspecteur Lanyon en touchant son chapeau, « pourrais-je vous parler ?»« Bien sûr, » répondit Mademoiselle Marple aimablement. « Je me disais justement que les roses étaient magnifiques cette année. » L'inspecteur jeta un coup d'œil vers Rosecroft, ne sachant manifestement pas en quoi l'horticulture pouvait l'aider. « Oui, eh bien, je crois comprendre que vous avez été parmi les premiers à entendre quelque chose. »« J'ai entendu un cri, » dit Mademoiselle Marple, « et puis j'ai entendu des gens donner des explications. » L'inspecteur Lanyon esquissa un sourire. « C'est souvent le cas. Je serais intéressé de connaître votre impression sur Madame Hartwell, Eleanor. » Mademoiselle Marple croisa les mains. C'était une femme qui aimait que les choses soient à leur place. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, » répondit Mademoiselle Marple, qu'elle considérait le désordre comme une sorte de défaillance morale. L'inspecteur Lanyon nota cela, bien que Mademoiselle Marple soupçonnait qu'il ne savait pas encore pourquoi. « Avez-vous remarqué des tensions au sein du foyer ?» demanda-t-il. « Il y a toujours des tensions, » répondit Mademoiselle Marple. « Elles sont un peu comme des courants d'air. On ne les remarque que lorsqu'une porte s'ouvre soudainement. »« Et qui a ouvert la porte ?» demanda l'inspecteur, avec un peu trop d'empressement. Mademoiselle Marple lui sourit. « Je ne saurais le dire. Mais Eleanor était sous pression. La vente de la maison la troublait. »
Oui, dit l'inspecteur Lanyon qui s'animait. Nous l'avons établi. La maison était au nom de son mari, voyez-vous. Des difficultés financières. Elle était opposée à la vente. Farouchement opposée. Mademoiselle Marple acquiesça. Les gens confondent souvent opposition et désespoir. L'inspecteur hésita. Vous ne pensez pas qu'elle aurait pu prendre les choses en main? Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Non, le mot était simple, définitif. L'inspecteur Lanyon s'éclaircit la gorge. Nous ne pouvons rien exclure à ce stade. Bien sûr que non, acquiesça mademoiselle Marple, mais Eleanor Hartwell ne m'a pas donné l'impression d'être une femme qui résolvait ses problèmes en les fuyant. L'inspecteur l'observa, légèrement agacé, puis se replongea dans ses notes. Nous avons des raisons de croire qu'elle a ingéré quelque chose de toxique, une substance ajoutée à son thé. Du thé, dit doucement mademoiselle Marple, comme c'est intime. L'inspecteur Lanyon fronça les sourcils. Intime? On boit rarement son thé seul, dit mademoiselle Marple. Pas dans une maison comme Rosecroft, quelqu'un devait être avec elle. Oui, dit-il rapidement. Son mari était dans la maison. Et sa cousine, ajouta mademoiselle Marple. L'inspecteur Lanyon leva les yeux. Mademoiselle Isabelle Hartwell. Oui, elle est arrivée de Bath la semaine dernière. Et quelle est son impression sur cette affaire? Demanda mademoiselle Marple. L'inspecteur hésita, puis répondit. Elle est franche. Elle insiste sur le fait qu'Éléanor était instable, sujette aux sautes d'humeur. Éléanor vous a-t-elle jamais semblé instable? Demanda mademoiselle Marple d'un ton doux. Non, admit l'inspecteur Lanyon. Mais les proches voient souvent des choses qui échappent aux autres. Ou les imaginent, dit mademoiselle Marple. À ce moment-là, Isabelle Hartwell se leva de sa chaise et s'approcha d'eux. De près, elle était plus frappante que belle. Des traits anguleux, des yeux perçants, une bouche habituée à être obéie. « J'espère que je ne dérange pas, dit-elle froidement, mais je me demandais combien de temps cela allait encore durer. J'ai des rendez-vous à annuler. » L'inspecteur Lanyon se redressa. « Nous faisons tout notre possible, mademoiselle Hartwell. »« J'en suis sûr, » répondit Isabelle. Son regard se posa sur mademoiselle Marple. « Et vous devez être la célèbre mademoiselle Marple. Eleanor parlait souvent de vous. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Je crains qu'elle ait été très gentille. » Les lèvres d'Isabelle esquissèrent un léger sourire. Elle avait l'habitude d'être gentille, parfois à son propre détriment. C'est une habitude, dit mademoiselle Marple, qui s'avère rarement fatale. Les yeux d'Isabelle se posèrent brièvement sur les portes de la véranda. L'inspecteur Lanyon s'éclaircit à nouveau la gorge. « Mademoiselle Hartwell, pourriez-vous peut-être me dire… »« Plus tard, » dit Isabelle d'un ton sec. « Je trouve cette atmosphère oppressante. » Elle se détourna, ses talons frappant le gravier avec une irritation contenue. L'inspecteur Lanyon expira. Le chagrin prend de nombreuses formes. « Oui, » dit mademoiselle Marple, « mais l'impatience en fait rarement partie. » L'inspecteur ne répondit pas. Il était déjà en train de transformer le problème en quelque chose de gérable. Un mari réticent, une maison disputée, du poison dans le thé. Tout cela formait une symétrie agréable. Alors qu'il partait, mademoiselle Marple retourna dans son cottage. Elle s'assit à nouveau près de la fenêtre, mais ses pensées n'étaient plus tournées vers les roses. Elle pensait aux tasses à thé. Eleanor Hartwell utilisait la même porcelaine depuis des années, avec un motif pâle, légèrement décoloré. Mademoiselle Marple s'en souvenait très bien, car l'une des tasses avait une fine fissure sur le bord. Eleanor évitait toujours celle-là. Elle disait que cela altérait le goût du thé. Peu de temps après, la porte de mademoiselle Marple s'ouvrit doucement, sans qu'on frappe. C'était M. Hartwell. Il se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main, les yeux fixés sur le tapis. « Mademoiselle Marple, dit-il, je me demandais si vous aviez remarqué quelque chose d'inhabituel à propos d'Eleanor. » Mademoiselle Marple lui fit signe d'entrer. « Asseyez-vous, monsieur Hartwell. » Il s'assit, comme s'il avait peur de laisser une trace. Elle était inquiète, dit-il. À propos de la maison, à propos de tout. Elle disait que quelqu'un l'observait. « A-t-elle dit qui ?» demanda mademoiselle Marple. « Non, juste quelqu'un. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Avait-elle l'air d'avoir peur de vous ?» Monsieur Hartwell tressaillit. « Non, je ne pense pas. Elle était déçue par moi. » La déception, réfléchit mademoiselle Marple, était souvent plus dangereuse que la colère. « Elle a pris son thé dans la véranda ce matin, » poursuivit monsieur Hartwell. « Comme d'habitude, Isabelle l'a rejointe. »« Seulement Isabelle ?» demanda mademoiselle Marple. « Oui, et les tasses à thé ?» dit doucement mademoiselle Marple. « Lesquelles a-t-elle utilisées ?» Monsieur Hartwell leva les yeux, surpris. « Je
Je ne sais pas. Mademoiselle Marple sourit gentiment. Non, bien sûr que non. Après son départ, Mademoiselle Marple retourna à son tricot. Elle prit le fil bleu pâle et commença à l'enrouler, lentement, avec précaution. Elle savait que le village avait déjà choisi son premier suspect. L'inspecteur suivrait cette piste avec gratitude. Mais les apparences, réfléchit Mademoiselle Marple, ne correspondaient pas toujours à la vérité. Et quelque part, parmi les tasses à thé et les roses, un détail infime attendait d'être remarqué. L'après-midi s'installa à Saint-Alderley avec une douceur trompeuse, comme si le village était déterminé à adoucir les angles vifs de la journée par pure politesse. Mademoiselle Marple resta assise là où elle était depuis le départ de M. Hartwell, son tricot intact, ses pensées précises. De sa fenêtre, elle pouvait voir de petits mouvements partout, des portes s'ouvrant, des têtes s'inclinant, des regards échangés. La tragédie, songea-t-elle, pouvait rarement exister seule. Elle avait besoin de compagnie. À l'heure du thé, le village était parvenu à sa première conclusion. Mademoiselle Marple l'entendit avant qu'on ne le lui dise. Elle l'entendit dans le changement de ton des pas devant sa porte, dans la façon dont les voix s'abaissaient inutilement. Lorsque Madame Finch apparut, essoufflée et rayonnante d'urgence, l'histoire avait déjà pris forme. « C'est Monsieur Hartwell », annonça Madame Finch avant même de s'asseoir. L'inspecteur a posé des questions, et tout le monde est d'accord pour dire que cela a du sens, l'argent, vous voyez. Éléonore ne voulait pas vendre, et lui avait besoin de vendre. Le docteur Collins dit que le poison était peut-être quelque chose de facile à se procurer, même dans une maison. Mademoiselle Marple versa le thé, car les conclusions, comme les humeurs, gagnent à être traitées avec chaleur. « Et comment, monsieur, Hartwell se comporte-t-il face à ce poids de l'accord général » demanda-t-elle. Madame Finch hésita. Calmement. « Oui, dit Mademoiselle Marple. C'est souvent le cas. » Mademoiselle Marple savait que cela serait pris comme une confirmation. Les hommes calmes étaient des réceptacles utiles pour les soupçons. Ils ne résistaient pas assez fortement pour gâcher la théorie, et l'inspecteur Lanyon, avec son esprit ordonné et sa préférence pour les formes résolubles, trouverait le mobile du mari acceptable. Cela réduisait le mystère à quelque chose de gérable, quelque chose qui s'inscrivait parfaitement dans la procédure. Comme s'il avait été convoqué par ses pensées, l'inspecteur Lanyon arriva peu après. Il se tenait dans le salon de Mademoiselle Marple avec un respect prudent, son carnet à la main, courtois mais déterminé. « Nous suivons la piste la plus probable, dit-il. Monsieur Hartwell avait un mobile, l'occasion et l'accès. Les pressions financières suffisaient souvent. » « Souvent, acquiesça Mademoiselle Marple. Nous avons également constaté une anomalie, poursuivit l'inspecteur. Une tasse à thé du service de la véranda manque. Elle a probablement été lavée et peut-être rangée. Ou cassée, dit Mademoiselle Marple. L'inspecteur Lanyon fronça les sourcils. Nous n'avons trouvé aucune porcelaine cassée. Non, répondit Mademoiselle Marple, pas encore. L'inspecteur sourit, avec indulgence cette fois. Vous avez une réputation, Mademoiselle Marple, mais je vous assure que nous sommes très minutieux. J'en suis certaine, dit Mademoiselle Marple. La minutie est admirable, même si elle arrive parfois tôt et repart tôt aussi. Il choisit de ne pas poursuivre sur ce sujet. Monsieur Hartwell sera interrogé à nouveau ce soir. Et Mademoiselle Isabelle demanda Mademoiselle Marple. Elle s'est montrée très coopérative, répondit l'inspecteur. Elle insiste sur le fait qu'Éléonore était bouleversée, instable. Elle décrit des disputes entre mari et femme. Les disputes peuvent être décrites de nombreuses façons, dit doucement Mademoiselle Marple. L'inspecteur Lanyon se leva. Si vous vous souvenez d'autre chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Après son départ, Mademoiselle Marple retourna à sa fenêtre. De l'autre côté de la pelouse, elle vit Monsieur Hartwell marcher seul, les épaules légèrement voûtées, comme s'il portait déjà un fardeau invisible. Deux femmes interrompirent leur conversation lorsqu'il passa devant elles. Leurs expressions étaient polies, leurs regards, moins. Plus tard, lors du thé au presbytère, la théorie fut répétée avec une assurance croissante. Mademoiselle Marple écouta Madame. Clément exprimait sa tristesse avec juste assez de certitude pour être utile. Madame Rowe soupirait sur la tragédie du mariage, et quelqu'un d'autre remarquait que les hommes calmes cachaient toujours quelque chose. « Et Isabelle va bientôt partir », ajouta Madame Rowe. « La pauvre, elle ne peut pas rester dans une maison comme celle-là. » Mademoiselle Marple interrompit son geste de remuer sa tasse. « Partir » dit-elle. « Oui, demain matin, je crois. Elle est très bouleversée. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. Elle savait que les personnes bouleversées préféraient souvent bouger. Cela leur donnait l'illusion de progresser. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, Mademoiselle Marple sortit sa plus belle porcelaine. Elle la disposa soigneusement sur la table, alignant les tasses,
et les soucoupes comme Eleanor Hartwell l'aurait approuvé. Elle mit une tasse de côté, celle qui avait une fine fissure. Elle se souvint de la voix d'Eleanor. Cela altère le goût. Mademoiselle Marple remplit les tasses de thé, versant lentement, observant la surface. Dans la tasse fissurée, le liquide s'accumulait différemment, s'accrochant là où il aurait dû s'écouler proprement. Elle imagina la véranda ce matin-là, la lumière du soleil, les roses, 2 femmes assises ensemble, une 3e tasse, peut-être préparée mais non utilisée, et une tasse choisie délibérément et non au hasard. On frappa à la porte. C'était Isabelle Hartwell. Elle se tenait droite, d'un calme impeccable, ses yeux balayant la pièce d'un seul regard. « On m'a dit que vous aviez l'œil vif, » dit-elle froidement. « J'ai pensé que je devais m'en rendre compte par moi-même. » Mademoiselle Marple lui fit signe d'entrer. « Les gens viennent souvent tester les réputations, dit-elle. Ils sont généralement déçus. » Le regard d'Isabelle se posa sur la porcelaine. Le motif d'Eleanor. Oui, elle était très pointilleuse. C'est vrai, acquiesça mademoiselle Marple. Les personnes pointilleuses remarquent les petites différences. Isabelle esquissa un sourire. J'imagine que c'est pour cela qu'elle a tant souffert. Mademoiselle Marple la regarda dans les yeux. Ou pourquoi elle comprenait plus que les autres ne le soupçonnaient. Pendant une fraction de seconde, l'expression d'Isabelle vacilla. Ce n'était pas de la peur, mais de l'irritation, vive et précise. « Je partirai demain matin, » dit Isabelle brusquement. « Je ne supporte pas l'attention que me porte ce village. » Mademoiselle Marple acquiesça. Les villages sont très attentifs. Une fois Isabelle partie, mademoiselle Marple remit seule la tasse fêlée à sa place. Le village avait choisi son suspect. La police était satisfaite. Mais la vérité, songea mademoiselle Marple, se révélait rarement aussi facilement. Elle attendait, silencieusement, comme un défaut dans la porcelaine, invisible jusqu'au moment où il comptait le plus. Mademoiselle Marple dormit mal cette nuit-là, ce qui était inhabituel pour elle. Ce n'était pas qu'elle restait éveillée, agitée, elle ne faisait rien d'aussi inutile, mais son esprit continuait à trier minutieusement et méthodiquement les informations longtemps après que son corps eut décidé qu'il était temps de se reposer. Elle constata que certains détails commençaient à se comporter de manière étrange. Ils ne restèrent pas à leur place. Au matin, le village avait atteint ce stade délicat où le soupçon se transforme en certitude. Mademoiselle Marple pouvait le sentir dans l'air lorsqu'elle sortit. La certitude avait du poids. Elle pesait sur les gens, les encourageait à parler avec assurance, à hocher la tête d'un air entendu, à se sentir, même brièvement, supérieure à la confusion. Madame Rowe passa devant son portail et ralentit. « Bonjour, mademoiselle Marple, » dit-elle d'un ton qui suggérait que la matinée était tout sauf bonne. « Vous serez soulagée d'apprendre qu'ils emmènent M. Hartwell pour un interrogatoire complémentaire aujourd'hui. L'inspecteur. Lanyon en est désormais certain. »« Tout à fait sûr de quoi ?» demanda mademoiselle Marple. « Qu'il est coupable, » répondit madame Rowe, surprise que cela nécessite une clarification. Le pauvre homme ne le nie même pas correctement. Il répète sans cesse qu'Eleanor était malheureuse. Eh bien, qui ne le serait pas, mariée à un homme qui voulait vendre sa maison? En effet, dit mademoiselle Marple, les maisons sont des créatures très sensibles. Madame Rowe fronça les sourcils, puis se dépêcha de partir, toujours aussi sûre d'elle. Mademoiselle Marple se dirigea vers Rosecroft House. La voiture de police était garée près du portail, sa présence commençant déjà à sembler permanente, comme un échafaudage laissé trop longtemps autour d'un bâtiment. L'inspecteur Lanyon parlait au constable Drew. Ses gestes étaient vifs et économes. Tout en lui suggérait un élan. À l'intérieur de la véranda, les roses avaient été rangées. La tige cassée avait disparu. Cette absence troublait davantage mademoiselle Marple que la cassure elle-même. Elle avait été invitée, officiellement cette fois, à visiter la maison, une courtoisie que lui avait accordée l'inspecteur Lanyon avec l'air légèrement apologétique d'un homme qui se plie à la tradition. Elle parcourut lentement les pièces, son regard se posant non pas sur ce qui avait été dérangé, mais sur ce qui avait été préservé. Les habitudes d'Eleanor Hartwell étaient omniprésentes. Les objets étaient alignés, les surfaces étaient dégagées, les tasses y étaient replacées sur leur soucoupe, avec une obéissance silencieuse. Mademoiselle Marple s'arrêta devant le buffet de la salle à manger, où était rangée la porcelaine. Il manquait une tasse. Elle n'était ni fêlée ni cassée. Elle avait disparu. Elle toucha légèrement le bord de l'étagère. Eleanor n'aurait pas toléré un vide. Une tasse manquante l'aurait beaucoup plus troublée qu'une tasse cassée. Dans la cuisine, l'inspecteur Lanyon se tenait dos, à la fenêtre, lisant ses notes. « Nous avons trouvé des traces de produits nettoyants dans l'évier, dit-il.
probablement utilisé pour laver une tasse. Cela corrobore notre théorie. Cela corrobore une théorie, dit mademoiselle Marple. Il sourit, brièvement mais poliment. Vous n'êtes pas convaincu. Je suis attentive, répondit mademoiselle Marple. Il y a une différence. Et à quoi êtes-vous attentive? Mademoiselle Marple regarda la fenêtre. Eleanor Hartwell buvait son thé dans la véranda tous les matins à 10h30 précises. Elle aimait la lumière à cette heure-là. Elle utilisait toujours la même tasse, sauf quand elle avait des invités. L'inspecteur Lanyon fronça les sourcils, ce qui signifie qu'elle était pointilleuse mais aussi accommodante. Elle offrait sa tasse préférée à un invité si elle pensait que cela lui ferait plaisir. L'inspecteur interrompit son écriture. Vous suggérez qu'elle a donné la tasse empoisonnée à quelqu'un d'autre? Je suggère, dit doucement mademoiselle Marple, que la tasse qui a tué Eleanor Hartwell n'était peut-être pas destinée à Eleanor Hartwell. C'est à ce moment-là, observa mademoiselle Marple, que la certitude de l'inspecteur vacilla. Non pas qu'elle s'effondra, mais elle changea, comme un tableau légèrement déplacé de son crochet. « C'est spéculatif, dit-il. »« Oui, acquiesça mademoiselle Marple. Tout comme l'était le suicide, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. » Plus tard, dans l'après-midi, mademoiselle Marple rencontra monsieur Hartwell sur la pelouse. Il semblait diminuer, comme si chaque heure qui passait lui avait enlevé quelque chose d'essentiel. « Ils pensent que c'est moi, dit-il doucement. « Oui, répondit mademoiselle Marple. C'est souvent le cas, quand l'histoire est bien ficelée. J'aimais Eleanor, dit-il avec une férocité soudaine qui la surprit. Je l'ai laissée tomber, mais je ne l'ai pas tuée. Mademoiselle Marple l'observa attentivement. Eleanor a-t-elle déjà bu dans une autre tasse par erreur? Non, répondit-il immédiatement. Jamais. A-t-elle déjà laissé quelqu'un d'autre boire dans la sienne? Il hésita. Seulement Isabelle. Elle disait que cela lui donnait le sentiment d'être intégrée. Mademoiselle Marple acquiesça. Merci, monsieur Hartwell. Ce soir-là, un nouveau trouble agita le village. Le départ d'Isabelle Hartwell avait été retardé. Son train avait apparemment été annulé. Elle allait devoir passer une nuit de plus à Rosecroft. Mademoiselle Marple apprit la nouvelle par madame Bantry, qui semblait presque essoufflée par l'anticipation. Quel timing extraordinaire, n'est-ce pas? L'inspecteur Lanyon dit que cela ne change rien, bien sûr. Le timing, dit doucement mademoiselle Marple, est rarement extraordinaire. Il est seulement révélateur. Elle rentra chez elle et posa à nouveau la tasse fêlée sur la table. Elle la remplit de thé et observa attentivement la surface. Une pensée avait mûri toute la journée, discrète mais persistante. Le poison exigeait une intention, et l'intention exigeait une certitude. Mais Eleanor Hartwell était une femme qui comprenait très bien ses propres habitudes. Si quelqu'un avait voulu l'empoisonner, il aurait dû être tout aussi précis ou très chanceux. Mademoiselle Marple souleva la tasse et ne but pas. Elle la reposa sans y toucher. Quelque part dans le village, quelqu'un commençait à s'inquiéter. Mademoiselle Marple se réveilla tôt, non pas parce qu'elle avait bien dormi, mais parce que ses pensées avaient enfin pris une forme qui lui inspirait confiance. Cela la réconfortait. Elle avait toujours pensé que la confusion n'était qu'une compréhension qui n'avait pas encore trouvé sa place. Le village, cependant, était moins serein. Au moment du petit déjeuner, le retard du départ d'Isabelle Hartwell était devenu le principal sujet de conversation. Mademoiselle Marple le constata partout. Chez le boulanger, où les pains étaient changés avec des regards complices, à la poste, où Peter Wells parlait d'un ton solennel à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. La présence continue d'Isabelle avait introduit une délicieuse instabilité. Si l'affaire était déjà résolue, pourquoi semblait-elle si inachevée? Mademoiselle Marple se dirigea plutôt vers Rosecroft, attirée non pas par la maison elle-même, mais par le jardin. Les jardins, songea-t-elle, étaient des témoins honnêtes. Ils ne se réorganisèrent pas pour s'adapter aux explications. Les roses venèrent d'être arrosées, leurs tiges étaient droites, leurs pétales n'avaient pas été perturbés par les événements de la veille. Peut-être trop peu perturbés. Mademoiselle Marple avança lentement le long du parterre, ses yeux cherchant ce qui avait été enlevé plutôt que ce qui restait. Là, près du seuil de la véranda. La terre était compactée, légèrement plus sombre que le reste. Quelqu'un s'était tenu là, récemment. Pas assez longtemps pour laisser une empreinte, mais assez longtemps pour marquer la terre de son intention. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Elle pouvait maintenant voir la scène. 2 femmes assises, la lumière du soleil filtrant à travers la vitre, la vapeur s'élevant de la porcelaine. Une 3e présence planant au-dessus d'elle, observant,
attendant. Puis un petit mouvement décisif. Derrière elle, une voix se fit entendre. « Vous ne devriez pas être ici. » Miss Marple se retourna et vit Isabelle Hartwell debout au bord du chemin, impeccablement habillée malgré l'heure matinale. Miss Marple remarqua que son sang-froid avait pris un ton fragile. « J'aime les jardins, dit Miss Marple. Ils me rappellent-ils que les gens laissent toujours des traces. » Le regard d'Isabelle se posa sur le sol, puis revint vers elle. « Vous croyez voir quelque chose ?»« Je vois qu'Eleanor Hartwell ne s'est pas effondrée là où elle se tenait, » répondit mademoiselle Marple. « Elle est tombée vers les roses, comme si elle cherchait à retrouver son équilibre. » Isabelle pinça les lèvres. « N'importe qui peut trébucher. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Mais Eleanor n'aimait pas le désordre. Elle ne se serait pas tenue si près du parterre si elle ne s'était pas levée brusquement. »« Pour aider quelqu'un ?» dit rapidement Isabelle. « Ou pour arrêter quelqu'un ?» répondit mademoiselle Marple. Isabelle rit bruyamment. « Vous avez beaucoup d'imagination. »« Eleanor aussi, » dit doucement mademoiselle Marple. Elle imaginait la trahison bien avant qu'elle ne se produise. Isabelle cessa de rire. Pendant un instant, le jardin sembla retenir son souffle. Avant qu'aucune des deux femmes n'ait pu reprendre la parole, l'inspecteur Lanyon apparut, le visage tendu par l'irritation d'un homme dont le récit commençait à dérailler. « Mademoiselle Marple, dit-il, j'espérais vous trouver. Nous avons eu un développement. »« Oui, répondit mademoiselle Marple, Isabelle Hartwell est toujours ici. » L'inspecteur cligna des yeux. « Eh bien, oui. Mais il y a aussi ceci. » Il tendit un petit sac de preuves scellé. À l'intérieur se trouvait un morceau de porcelaine. Mademoiselle Marple se pencha pour mieux voir. Le vernis était indubitable. « La tasse manquante, » dit-elle. « Elle a été retrouvée, » poursuivit l'inspecteur Lanyon, enveloppée dans du papier journal et jetée dans la poubelle de la cuisine, brisée délibérément. « Après avoir été lavée, » ajouta mademoiselle Marple. Il fronça les sourcils. « Oui. Comment avez-vous... » « Eleanor Hartwell ne cassait jamais sa propre porcelaine, » dit mademoiselle Marple. « Mais quelqu'un d'autre aurait pu le faire. » Isabelle s'avança. « Vous m'accusez ?» L'inspecteur Lanyon leva la main. « Personne n'accuse personne, pour l'instant. » Mademoiselle Marple se tourna vers lui. « Où était mademoiselle Hartwell à 10h30 hier matin ?»« Avec Eleanor ?» répondit l'inspecteur. « D'après ses propres dires. »« Et où était monsieur Hartwell ?»« Dans son bureau. Il travaillait. » Mademoiselle Marple hocha la tête. « Alors peut-être pourriez-vous me dire, inspecteur, pourquoi la tasse habituelle d'Eleanor a été retirée ?» L'inspecteur hésita. « Pour dissimuler des preuves. »« Oui, » dit mademoiselle Marple, « mais les preuves de qui ?» La voix d'Isabelle intervint, froide et précise. Eleanor était instable. Elle aurait pu la casser elle-même. « Non, » dit doucement mademoiselle Marple, « parce que la tasse a été cassée après sa mort. » L'inspecteur se raidit. « Comment pouvez-vous en être sûr ?»« Parce qu'Eleanor posait toujours sa tasse usagée à l'envers sur la soucoupe, » répondit mademoiselle Marple. « Une habitude prise après des années passées à éviter la poussière. Le fragment que vous avez trouvé montre que le bord a été frappé par le haut. » L'inspecteur Lanyon regarda à nouveau le sac, le voyant désormais différemment. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix calme. « Eleanor Hartwell a été empoisonnée, mais pas en secret. Elle s'en est rendue compte. Elle s'est levée. Elle a tendu la main vers les roses parce que quelqu'un l'avait surprise, quelqu'un en qui elle avait confiance. » Isabelle était devenue pâle. « C'est absurde, dit-elle. Vous n'avez aucune preuve. »« Pas encore, répondit mademoiselle Marple. Mais j'ai une question. Pourquoi avez-vous retardé votre départ, mademoiselle Hartwell ?» Isabelle ouvrit la bouche, puis la referma. « Le train a été annulé, » dit automatiquement l'inspecteur Lanyon. « Oui, » acquiesça mademoiselle Marple, « mais seulement après que vous ayez changé votre billet. » L'inspecteur fixa Isabelle du regard. « Est-ce vrai ?» Elle ne dit rien. Mademoiselle Marple sentit le moment s'installer, lourd et indéniable. Le village s'était trompé, non pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il était impatient. Il avait choisi la solution qui lui épargnait tout inconfort. L'inspecteur Lanyon se redressa lentement. « Mademoiselle Hartwell, dit-il, je pense que nous devons reparler. » Isabelle perdit alors son sang-froid, non pas dans un accès d'hystérie, mais dans un accès de colère. Elle l'avait mérité, dit-elle soudainement. Elle avait tout vu. Elle avait menacé de me dénoncer, de me ruiner. Mademoiselle Marple la regarda avec une triste sérénité. Eleanor Hartwell n'a rien menacé. Elle a simplement cessé de faire semblant. Le silence s'abattit sur le jardin. L'inspecteur Lanyon acquiesça d'un signe de tête. « Emmenez-la, dit-il au constable Drew, qui était apparu comme s'il avait enfin été convoqué par la certitude. »
Alors qu'Isabelle était emmenée, mademoiselle Marple resta près des roses. Elle tendit la main et redressa doucement une tige qui avait commencé à pencher. Le jardin, restauré, semblait comme si rien ne s'était passé. Mais les jardins se souviennent. L'arrestation aurait dû satisfaire le village. En milieu de matinée, St. Alderley avait déjà entamé le délicat processus de soulagement. Les voix s'étaient adoucies, les épaules s'étaient détendues, et les gens s'accordèrent le luxe de croire que cette désagréable affaire avait été résolue de manière satisfaisante. Le nom d'Isabelle Hartwell se répandit rapidement dans le village, accompagné d'adjectifs tels que ambitieuse, perspicace ou contre-nature. Les étrangers, songea mademoiselle Marple, étaient d'une utilité infinie lorsqu'une communauté souhaitait se décharger de sa culpabilité. Pourtant, le soulagement, tout comme la culpabilité, était rarement réparti de manière égale. Miss Marple le remarqua d'abord chez l'inspecteur Lanyon. Lorsqu'il arriva à son cottage peu avant le déjeuner, son attitude était correcte, ses paroles mesurées, mais sa certitude s'était affaiblie. « Elle a avoué », dit-il, debout plutôt qu'assis. « Du moins, en partie. Elle admet avoir ajouté quelque chose au thé. Elle prétend qu'Eleanor l'avait confrontée à propos de certaines irrégularités financières. Elle menaçait de la dénoncer. » « Et mademoiselle Hartwell avait l'intention d'empoisonner Eleanor ?» demanda mademoiselle Marple. L'inspecteur Lanyon hésita. Elle dit que oui. Mademoiselle Marple acquiesça. Et pourtant, admit-il, le rapport préliminaire du toxicologue complique les choses. La substance trouvée dans l'organisme d'Eleanor Hartwell n'agissait pas rapidement. Les symptômes auraient mis plus de temps à se manifester. Mademoiselle Marple interrompit son tricot. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « 1 heure, » répondit l'inspecteur. « Peut-être plus. » Mademoiselle Marple leva alors les yeux vers lui. Eleanor Hartwell s'est effondrée en quelques minutes. « Oui, » dit calmement l'inspecteur Lanyon. « Ce qui suggère que le poison n'était pas la seule chose qui l'a tuée, » termina mademoiselle Marple. L'inspecteur expira, prenant soudain conscience de la fragilité de sa victoire. Isabelle insiste sur le fait qu'elle a paniqué, qu'elle a cassé la tasse, après coup pour dissimuler son geste. « Oui, » dit Miss Marple, « c'est la version la plus commode. » « Et vous pensez qu'elle ment ?»« Je pense, » répondit mademoiselle Marple, « qu'Isabelle Hartwell a empoisonné le thé d'Eleanor, mais je ne pense pas qu'elle l'ait tué. » L'inspecteur Lanyon la fixa du regard. « Vous suggérez qu'il y a eu un complice. Je suggère qu'il y a eu un deuxième moment, » dit doucement mademoiselle Marple. « Un moment qui a suivi de près le premier, suffisamment pour se cacher derrière lui. » L'inspecteur secoua la tête. Cela supposerait la présence d'une autre personne, quelqu'un qui savait pour le poison. Ou quelqu'un qui connaissait Eleanor, dit mademoiselle Marple, qui savait comment elle réagirait lorsqu'elle se rendrait compte qu'elle avait été trahie. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, l'atmosphère lourde de possibilités nouvelles. « Il faudrait que ce soit quelqu'un de confiance, » dit enfin l'inspecteur Lanyon, « quelqu'un qui se trouvait déjà dans la maison. »« Oui, et quelqu'un dont le mobile ne troublerait pas davantage le village, » ajouta-t-il à contre-cœur. Mademoiselle Marple le regarda dans les yeux. « Exactement. » Cet après-midi-là, le soulagement du village se transforma en consternation. La nouvelle se répandit, discrètement au début, que l'affaire n'était finalement pas close. L'inspecteur Lanyon demanda de nouveaux témoignages. Les portes qui s'étaient fermées se rouvrirent. Les visages qui s'étaient détendus se crispèrent à nouveau. On vit M. Hartwell marcher seul près du parc, d'un pas incertain, comme si le sol lui-même avait bougé sous ses pieds. Mademoiselle Marple l'observait depuis sa fenêtre, remarquant qu'il s'était arrêté près de la boîte aux lettres, puis avait fait demi-tour, comme s'il avait oublié ce qu'il voulait faire. Plus tard, il vint frapper à sa porte. « Je pensais que c'était terminé, » dit-il en s'asseyant lourdement. « Ils m'ont dit que c'était terminé, » mademoiselle Marple versa du thé. Très peu de choses se terminent aussi proprement que nous l'espérons. Il fixa sa tasse. Eleanor savait. Elle savait qu'Isabelle avait pris de l'argent. Elle m'a dit qu'elle allait la confronter. Et l'a-t-elle fait ? Demanda mademoiselle Marple. Oui, dans la véranda. Eleanor semblait-elle mal en point avant de se lever ? Demanda mademoiselle Marple. Monsieur Hartwell fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. Elle est devenue pâle. Elle a dit que le thé avait un goût bizarre. Mademoiselle Marple acquiesça. Et ensuite, elle s'est levée. Isabelle s'est levée aussi. Il y a eu des cris. Et vous ? Demanda doucement mademoiselle Marple. Il déglutit. J'ai entendu depuis le bureau. Mademoiselle Marple l'observa attentivement. « Êtes-vous allé la voir ?»« Non, répondit-il rapidement. Je suis resté figé. » Mademoiselle Marple savait que rester figé n'était pas une absence d'action. C'était un choix que le corps faisait lorsque l'esprit en était incapable.
Elle a prononcé mon nom, murmura-t-il. Je n'ai pas répondu. Mademoiselle Marple reprit son tricot dans un petit geste de gentillesse. Et ensuite, elle a titubé, vers les roses. Je me suis alors précipité, mais elle était déjà en train de tomber. « Et l'avez-vous touchée » demanda mademoiselle Marple. Il hésita. « Oui, j'ai essayé de la stabiliser. » Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient doucement. La tige cassée. Il leva brusquement les yeux. « Elle n'est pas tombée toute seule, » dit mademoiselle Marple. « Quelqu'un l'a attrapée ou poussée. » Son visage pâlit. « Je n'aurais jamais, » commença-t-il. « Non, » dit mademoiselle Marple. « Vous n'auriez jamais planifié cela. Mais les moments n'attendent pas les plans. » Des larmes coulaient sur son visage, silencieuses et sans emphase. « Elle m'a regardé, » dit-il, sans m'accuser, juste déçu. Miss Marple ferma brièvement les yeux. Encore la déception, l'émotion la plus dangereuse de toutes. Ce soir-là, l'inspecteur Lanyon revint, l'air moins soigné. « Monsieur Hartwell a avoué, » dit-il doucement. Miss Marple acquiesça. Il a avoué l'avoir poussée. Oui, sans savoir qu'elle avait été empoisonnée. Il dit qu'il pensait qu'elle attaquait Isabelle. Il est intervenu, dit mademoiselle Marple, et il a achevé ce que le poison avait commencé. L'inspecteur Lanyon regarda par la fenêtre. 2 vérités, un seul mort. Oui, dit mademoiselle Marple, et un village qui n'en voulait qu'un. L'inspecteur se redressa. Nous allons devoir modifier l'accusation. Mademoiselle Marple ne répondit pas. Elle pensait à Eleanor Hartwell, debout parmi ses roses, trahie d'abord par sa famille, puis par son mariage. Dehors, St. Alderley se replongeait dans un calme inquiet, conscient désormais que la vérité était plus compliquée et bien plus intime qu'il ne l'aurait souhaité. L'inspecteur Lanyon resta un instant de plus, comme si la pièce elle-même pouvait lui apporter un réconfort. Quand il finit par partir, mademoiselle Marple resta près de la fenêtre, regardant le village assimiler ce qu'on lui avait révélé. St. Alderley ne rejetait pas la vérité catégoriquement. Il était trop poli pour cela. Mais il tentait de la réorganiser en quelque chose de moins dérangeant. 2 coupables, c'était gênant. Un seul pouvait susciter la pitié. 2 exigeaient une réflexion. Le lendemain matin, le village avait commencé son travail plus discret. Plus de commérages, mais des interprétations. Madame Rowe parlait de terribles malentendus. Madame Finch parlait de mariages tendus. Le vicaire parlait doucement de la fragilité humaine. Chaque phrase plaçait un petit coussin entre les faits et la conscience. Mademoiselle Marple se dirigea une fois de plus vers Rosecroft House, car les lieux où se terminaient les histoires recelaient souvent des débuts qui avaient été manqués. La présence policière s'était réduite. Le jardin était ouvert, presque accueillant. Elle s'arrêta au seuil de la véranda. C'est ici qu'Eleanor Hartwell avait tout compris. Le poison, la trahison, la façon dont sa vie avait été soigneusement divisée entre 2 personnes qui l'aimaient moins qu'elle ne s'aimait elle-même. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux et laissa le moment s'imprimer pleinement dans son esprit. Le thé avait un goût étrange. La certitude d'Eleanor, soigneusement construite au fil des années, l'aurait immédiatement reconnue. Elle se serait levée, non pas dans la panique, mais avec détermination. La panique d'Isabelle vint plus tard, après la révélation, après la menace. Et le moment de M. Hartwell, oh, c'était le plus cruel de tous, pas prémédité, pas malveillant, simplement trop tard. Mademoiselle Marple se baissa et toucha à nouveau la terre à l'endroit où la tige s'était brisée. Le sol s'était stabilisé, mais le souvenir n'avait pas besoin d'être perturbé pour persister. Derrière elle, des pas familiers s'approchaient. Madame Bantry se tenait juste derrière la porte, l'air sombre. « Jane, dit-elle, je pensais bien vous trouver ici. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple, « c'est souvent le cas. » Madame Bantry hésita, puis parla avec une honnêteté prudente. « Tout cela est tellement horrible. Isabelle empoisonnant sa propre cousine. Et puis Arthur, enfin, je n'arrête pas de penser que s'il était venu quand elle l'avait appelé... » « Oui, » dit mademoiselle Marple. « Et si Isabelle l'avait moins aimé? Et si Eleanor n'avait pas été aussi courageuse ?» Madame Bantry soupira. « Vous donnez l'impression que c'était presque inévitable. » Mademoiselle Marple se redressa. « Rien n'est inévitable, ma chère, mais les habitudes sont persuasives. » Eleanor Hartwell se fiait au schéma. Elle croyait que les gens se comporteraient comme ils l'avaient toujours fait. Et ce n'était pas le cas. « Si, » dit calmement mademoiselle Marple, « c'était là le problème. » Madame Bantry la regarda alors avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Vous avez remarqué tout cela très tôt. » Mademoiselle Marple sourit faiblement.
Non, je ne l'ai remarqué clairement qu'à la fin. Elles retournèrent ensemble vers la ruelle. Le village semblait inchangé. Les enfants passaient, le facteur travaillait, le théâtre ordinaire de la vie reprenait ses droits. Pourtant, quelque chose avait changé. Les gens étaient plus gentils les uns envers les autres, observa mademoiselle Marple, ou peut-être simplement plus calmes. Arrivée à son portail, madame Bantry s'arrêta. « N'aimeriez-vous pas parfois ne pas voir autant ?» Mademoiselle Marple réfléchit. « Non, voir n'est pas un fardeau. Faire semblant de ne pas avoir vu, c'est bien plus lourd à porter. » Cet après-midi-là, l'inspecteur Lannion revint une dernière fois. Il se tenait dans le salon de mademoiselle Marple, sans son carnet ni son attitude officielle. « Je voulais vous remercier, dit-il, et vous dire que cette affaire va me tourmenter. »« Comme il se doit, répondit mademoiselle Marple. Elle impliquait l'amour. » L'inspecteur fronça légèrement les sourcils, comme la plupart des meurtres. « Oui, dit mademoiselle Marple, mais celui-ci impliquait une déception. C'est bien plus destructeur. » Il acquiesça lentement. « Arthur Hartwell sera accusé d'homicide involontaire. Isabelle, de tentative de meurtre. Ce sera compliqué. »« La vérité l'est souvent, dit mademoiselle Marple. » Après son départ, mademoiselle Marple rangea son service à thé. Elle hésita devant la tasse fêlée, puis l'emballa soigneusement et la rangea au fond du placard. Certaines choses, pensait-elle, méritèrent d'être gardées en mémoire en silence. Ce soir-là, alors que la lumière déclinait et que le village retrouvait son agréable routine, mademoiselle Marple s'assit une fois de plus près de sa fenêtre. Les roses de Rosecroft brillaient faiblement dans le crépuscule, fraîchement taillées, remises en ordre. L'ordre, songea-t-elle, n'était pas synonyme d'innocence. Eleanor Hartwell avait vécu dans la précision. Elle croyait que si l'on faisait les choses correctement, la vie nous le rendait bien. Mademoiselle Marple savait que ce n'était pas vrai. Les gens n'étaient pas de la porcelaine. Ils se fêlaient là où on s'y attendait le moins, et parfois, les dégâts restèrent cachés jusqu'au moment où l'on soulevait la tasse. Elle prit son tricot et reprit le rythme prudent de ses aiguilles. Le village s'en remettrait, comme toujours. Mais il ne serait plus jamais tout à fait le même qu'avant. Les jours qui suivirent, les arrestations ne se déroulèrent pas sans heurts. Au contraire, ils s'alourdirent, comme l'air avant la pluie, chargé de pensées qui refusaient de se dissiper. St. Alderley poursuivait ses activités habituelles. Les cloches de l'église sonnaient, les magasins ouvraient, les lettres étaient distribuées. Mais tout se déroulait avec une prudence nouvelle, comme si le village avait appris que même les actions les plus ordinaires pouvaient être entendues par la conscience. Miss Marple observait cela avec la sympathie détachée de quelqu'un qui avait déjà vu cela auparavant. Le 3e matin après la dernière visite de l'inspecteur Lannion, elle se rendit au presbytère pour prendre le thé. Il avait été suggéré avec douceur et insistance que les gens se réunissent, afin que la conversation puisse apaiser ce que le silence avait exacerbé. La femme du vicaire disposa les tasses avec une précision inutile, ses mains trahissant un désir de contrôle. Au début, ils parlèrent de choses sans importance, du temps, de l'état des haies, de la baisse regrettable de la fréquentation de la guilde des femmes. Puis, inévitablement, quelqu'un mentionna Eleanor Hartwell. Elle était si réservée, dit madame Finch. On ne savait jamais vraiment ce qu'elle pensait. Mademoiselle Marple remua son thé. Les personnes réservées réfléchissent aussi profondément que les autres. Elles le font simplement en privé. Madame Rowe se pencha. En avant. Je n'arrive toujours pas à comprendre Isabelle. Empoisonner sa propre cousine. Non, dit mademoiselle Marple. Je n'arrive pas non plus à comprendre qu'Arthur ait poussé la femme qu'il aimait. Le silence se fit dans la pièce. C'était là toute la difficulté. Comprendre chacun de ces actes séparément était possible. Les comprendre ensemble ne l'était pas. Tout s'est passé si soudainement, dit faiblement madame Clement. Personne n'aurait pu le prévoir. Mademoiselle Marple leva alors les yeux. Plusieurs personnes en avaient prévu certaines parties, dit-elle doucement. Elles ne les ont simplement pas assemblées. La femme du vicaire sourit faiblement. Assemblées ? Oui, dit mademoiselle Marple. La vérité arrive rarement tout entière. Elle vient par fragments, comme un service à thé transmis de génération en génération. Il faut être prêt à remarquer quelles pièces manquent et lesquelles ne vont pas ensemble. Personne ne répondit. Il n'était pas censé le faire. Plus tard dans l'après-midi, mademoiselle Marple se rendit une nouvelle fois au parc. La maison de M. Hartwell était désormais fermée, les rideaux tirés, comme si le bâtiment lui-même faisait preuve de retenue. Rosecroft, en revanche, restait ouverte, son jardin déjà entretenu par des employés. L'influence d'Isabelle Hartwell disparaissait rapidement.
efficacement. Mademoiselle Marple s'arrêta près du portail. Elle repensa à Eleanor Hartwell dans ses derniers instants. Elle n'était ni effrayée, ni hystérique, mais lucide. Une femme qui avait enfin vu la vérité sur sa vie et l'avait trouvée insatisfaisante. C'était cette lucidité, pensait Miss Marple, qui avait surpris Arthur Hartwell. Pas la colère, pas l'accusation, la déception, enfin exprimée à haute voix. Mademoiselle Marple se détourna. Ce soir-là, l'inspecteur Lanyon vint la voir à nouveau, non plus en tant qu'enquêteur, mais en tant qu'homme troublé par une affaire non résolue. « Il y a quelque chose qui me hante, » admit-il, debout près de la cheminée. Les aveux d'Isabelle, les aveux d'Arthur. Ils concordent, mais ils concordent trop bien lorsqu'on les met bout à bout. « Oui, dit mademoiselle Marple, c'est vrai. Elle avait l'intention d'empoisonner Eleanor, poursuivit-il. Mais elle ne s'attendait pas à une mort immédiate. Arthur l'a poussée, mais il ne savait rien du poison. 2 intentions distinctes. Une seule conséquence. Et pourtant, dit mademoiselle Marple, tous 2 croyaient agir pour préserver quelque chose. L'inspecteur Lanyon fronça les sourcils. Préserver ? Isabelle voulait préserver son avantage. Arthur voulait préserver son mariage, ou plutôt l'idée qu'il s'en faisait, dit mademoiselle Marple. Aucun des 2 ne voulait affronter la lucidité d'Eleanor. L'inspecteur s'assit lourdement. Eleanor était donc une menace. Oui, répondit mademoiselle Marple, non pas parce qu'elle était violente, mais parce qu'elle était précise. L'inspecteur Lanyon rit une fois, sans humour. Encore la précision. La précision, dit mademoiselle Marple, est profondément déstabilisante pour ceux qui survivent grâce à l'ambiguïté. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Elle savait, dit l'inspecteur à voix basse, avant de mourir. Oui, dit mademoiselle Marple, et cette connaissance avait de l'importance, pas sur le plan juridique, sur le plan moral. L'inspecteur Lanyon se leva. Le village oubliera. Le village s'adaptera, corrigea mademoiselle Marple. Oublier est beaucoup plus difficile. Après son départ, mademoiselle Marple reprit son tricot. La tasse fêlée resta dans le placard, soigneusement emballée, sa présence plus palpable que visible. La vérité, songea-t-elle, était comme ça. Une fois fêlée, elle ne redevenait jamais tout à fait utile, mais on pouvait encore la conserver. Dehors, St. Alderley s'installait dans la soirée. Les lumières s'allumaient derrière les rideaux. Les familles se réunissaient. La vie reprenait son cours. Pourtant, sous tout cela, quelque chose s'était enfin mis en place. Non pas la paix, mais la compréhension. Et mademoiselle Marple savait que la compréhension était la forme de résolution la plus dangereuse. Le matin arriva sans cérémonie. Il n'y eut ni sirène, ni cri, ni nouveau trouble pour troubler l'air. Et pourtant, St. Alderley se réveilla avec une conscience accrue, comme une personne qui a survécu à une chute et qui se déplace désormais avec plus de prudence, soucieuse de son équilibre. Mademoiselle Marple le remarqua immédiatement. Les gens se saluaient, avec une pause supplémentaire, une seconde de réflexion avant de parler. La certitude, qui autrefois venait si facilement, attendait désormais d'être invitée. Le village avait appris, sinon la sagesse, du moins la prudence. Mademoiselle Marple elle-même passa la journée dans un calme délibéré. Elle dépoussiéra son salon, arrosa ses plantes et disposa sa porcelaine comme elle le faisait toujours. Elle pensait que la routine n'était pas une fuite de la réalité, mais une façon de la reconnaître sans se laisser submerger. À 11h30, Madame Bantry arriva. Elle ne s'annonça pas avec son énergie habituelle. Au lieu de cela, elle resta un moment sur le seuil, comme si elle hésitait à entrer dans une pièce où les conclusions avaient déjà été tirées. « Je n'arrête pas de penser à Eleanor, dit Madame Bantry une fois assise. À quel point elle a dû se sentir seule. »« Oui, répondit mademoiselle Marple. La solitude se cache souvent derrière un masque de sérénité. » Madame Bantry plia soigneusement ses gants. Tout le monde dit qu'elle était courageuse, qu'elle a tenu tête à Isabelle, qu'elle a affronté Arthur. « Elle n'était pas courageuse, dit doucement mademoiselle Marple. Elle était précise. » Madame Bantry eut l'air perplexe. « Précise ?» Elle avait atteint le point où faire semblant demandait plus d'effort que dire la vérité, dit mademoiselle Marple. « Ce n'est pas du courage, c'est de l'épuisement. » Madame Bantry réfléchit en silence. Après le déjeuner, l'inspecteur Lanyon vint pour la dernière fois en tant que représentant officiel. Il s'assit là où les autres s'étaient assis, son carnet fermé, son attitude n'étant plus défensive. « Je voulais l'entendre, dit-il. De votre bouche, tout. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Très bien. » Elle parla sans dramatisme, sans emphase, d'une voix calme et posée. Elle parla des habitudes d'Eleanor Hartwell, de son goût pour l'ordre, de sa conviction que l'attention pouvait prévenir les catastrophes.
Elle parla de l'impatience d'Isabelle face à la retenue, de son goût pour l'ambiguïté, de son idée que l'intelligence excusait la cruauté. Elle parla de la faiblesse d'Arthur Hartwell, qui n'était ni malveillante ni cruelle, mais désastreusement passive. Isabelle a empoisonné le thé, dit mademoiselle Marple. Elle voulait effrayer Éléanore, peut-être même lui faire du mal, mais pas la tuer, rapidement. Et Arthur demanda l'inspecteur Lanyon. Arthur est entré dans la pièce en croyant qu'il sauvait quelqu'un, répondit mademoiselle Marple. Mais ce qu'il recherchait vraiment, c'était le silence. La déception d'Éléanore menaçait de rendre sa vie indéniable. L'inspecteur ferma brièvement les yeux. Éléanore est donc morte parce que 2 personnes voulaient qu'elle cesse de parler. Oui, dit mademoiselle Marple, et parce qu'elle a refusé. L'inspecteur Lanyon acquiesça lentement. Le tribunal qualifiera cela d'homicide involontaire et de tentative de meurtre. Oui, dit mademoiselle Marple, le village qualifiera cela de tragédie. Et vous demanda-t-il. Mademoiselle Marple regarda par la fenêtre en direction du jardin de Rosecroft, où les roses fleurissaient en rangées soigneusement entretenues. « J'appelle cela la reconnaissance, dit-elle. Eleanor Hartwell a reconnu la vérité de sa vie au moment où celle-ci ne pouvait plus la sauver. L'inspecteur se leva. « Vous avez changé ma façon de voir les choses. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « J'espère que non. Voir est inconfortable. La plupart des gens préfèrent les formes. » Une fois qu'il fut parti, mademoiselle Marple resta assise seule, la lumière de l'après-midi se déplaçant doucement à travers la pièce. Elle ouvrit le placard et en sortit la tasse fêlée. La tenant avec précaution, elle passa son doigt le long de la fissure. Une tasse ne se brise pas parce qu'elle est fragile, réfléchit-elle. Elle se brise parce qu'elle a été utilisée. Ce soir-là, le village se rassembla une fois de plus, non plus par curiosité, mais dans un silence reconnaissant. Les cloches sonnèrent, les lumières brillèrent, les conversations reprirent, dans une atmosphère plus douce. Mademoiselle Marple regarda depuis sa fenêtre Madame Rowe et Madame Finch passer ensemble, parlant doucement. Aucun nom ne fut prononcé. Ce n'était plus nécessaire. Elle remit la tasse à sa place et ferma le placard. Certaines vérités, une fois assemblées, n'avaient plus besoin d'être manipulées. Elles restaient simplement là. Saint-Alderley retrouva son calme avec la détermination tranquille d'un village qui avait décidé de ne pas examiner son reflet de trop près. Après tout, il y avait des limites à la quantité de vérité que l'on pouvait supporter sans que cela ne devienne inconfortable. La vie reprit son cours, non pas inchangée, mais ajustée, comme des meubles déplacés de quelques centimètres pour cacher une tache sur le tapis. Mademoiselle Marple remarquait tout. Elle remarqua que Rosecroft House était désormais vide, ses fenêtres fermées, son jardin entretenu par des employés qui ne savaient rien des habitudes d'Eleanor Hartwell. Les roses fleurissaient docilement, pâles et impeccables, comme si l'innocence était une question d'élagage. Les visiteurs les admiraient et disaient qu'il était heureux que la maison ait bientôt de nouveaux occupants. Elle remarqua que le nom d'Arthur Hartwell était prononcé plus doucement que celui d'Isabelle. Isabelle avait été écartée efficacement, presque avec gratitude, une étrangère, une perspicacité commode. Arthur, en revanche, restait plongé dans la pitié collective du village. Un homme faible, certes, mais la faiblesse, décida Saint-Alderley, était pardonnable. Mademoiselle Marple ne contredit pas cette affirmation à voix haute. Elle avait appris que la contradiction était plus efficace lorsqu'elle était appliquée en privé. Le matin de la conclusion de l'enquête, mademoiselle Marple était assise près de sa fenêtre avec son tricot, comme elle l'avait été le jour où le cri avait retenti pour la première fois. Le rythme de ses aiguilles était régulier, ininterrompu. Dehors, madame Bantry traversa la pelouse, s'arrêta et fit un signe de la main, un geste qui traduisait le soulagement, l'affection et la gratitude tacite de quelqu'un qui n'avait pas été obligé de se regarder de trop près. Plus tard, madame Bantry vint prendre le thé. « Tout est fini maintenant, dit-elle en s'installant dans son fauteuil, avec un soupir presque satisfait. Quelle affaire terrible! Mais il faut continuer à vivre. »« Oui, répondit mademoiselle Marple, c'est toujours ainsi. » Madame Bantry hésita. « Pensez-vous qu'Éléanore aurait voulu cela ?» Mademoiselle Marple versa le thé avec précaution. Éléanore ne voulait qu'une seule chose. Et c'était quoi? « Arrêtez de faire semblant, répondit mademoiselle Marple. Madame Bantry baissa les yeux vers sa tasse. Elle devait se sentir terriblement seule. Oui, répondit mademoiselle Marple, mais elle n'était pas confuse. C'est un grand réconfort. Après le départ de madame Bantry, mademoiselle Marple se leva et ouvrit le placard. Elle sortit la tasse fêlée, celle qu'elle avait emballée et mise de côté. Elle la posa sur la table et l'examina une fois de plus, suivant la fissure du regard plutôt qu'avec ses doigts.
La fissure ne s'était pas manifestée de façon spectaculaire. Elle n'avait pas brisé la tasse. Elle avait simplement changé son comportement. Le thé refroidissait plus vite. Le liquide restait accroché là où il aurait dû s'écouler. La fissure ne se révélait qu'à ceux qui y prêtaient attention. Eleanor Hartwell y avait prêté attention. Mademoiselle Marple emballait à nouveau la tasse avec soin et la remettait à sa place. Certains objets, comme certaines vérités, n'étaient pas destinés à un usage quotidien, mais ils n'étaient pas non plus destinés à être jetés. Cet après-midi-là, le vicaire passa devant son portail et s'arrêta. « Mademoiselle Marple, dit-il gentiment, je voulais vous remercier pour votre constance. Ces événements ont bouleversé beaucoup de gens. » « Oui, répondit mademoiselle Marple, c'est souvent le cas. Il est réconfortant, poursuivit-il, de croire que de telles choses sont rares, qu'elles sont le fruit d'une méchanceté extraordinaire. » Mademoiselle Marple sourit doucement. « La méchanceté extraordinaire est très rare, dit-elle. La faiblesse ordinaire est beaucoup plus fiable. » Le vicaire acquiesça, même si mademoiselle Marple soupçonnait qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Il n'était pas nécessaire d'être d'accord. À la tombée de la nuit, mademoiselle Marple s'assit une fois de plus près de sa fenêtre. La lumière s'adoucit. Les rideaux furent tirés. Le village se préparait à dormir, confiant que rien d'autre ne viendrait le perturber. Elle pensa à Eleanor Hartwell debout parmi ses roses, juste avant que tout ne s'achève. Ce qui frappa le plus mademoiselle Marple, ce n'était pas le poison, ni la poussée, ni même la trahison. C'était la pause qui les avait précédés, le moment où Eleanor avait tout compris et avait choisi de ne pas édulcorer la vérité pour réconforter qui que ce soit. Elle n'avait pas interrompu. C'est pourquoi, selon mademoiselle Marple, ce moment avait été insupportable pour ceux qui l'entouraient. Les gens comptaient sur les interruptions, sur les esquives polies, sur la petite grâce de ne pas dire ce qu'on voyait. Eleanor Hartwell avait retiré cette grâce. Mademoiselle Marple posa son tricot. Le village continuerait. Comme toujours, les enfants grandiraient, de nouvelles personnes arriveraient, les roses fleuriraient sous d'autres mains, et l'histoire, avec le temps, deviendrait plus douce, plus facile à raconter. Mais la vérité resterait exactement la même, qu'elle soit dite ou non. Mademoiselle Marple éteignit la lampe et se leva de sa chaise. Rien n'avait été interrompu, et cela, elle le savait, avait tout changé.